Jour 10. À Saint-Beaur, au cœur d'une oasis de vie, d'un endroit enchanteur coupé du monde, de la raison et de l'utilité, celui que l'amour a tenu en vie reprend la machine qui le relie à sa vie oubliée et s'engage sur le chemin de ronde de l'étang. L'ermite de l'étang, elle, est comme pétrifiée, incapable d'imaginer renoncer à cette vie nouvelle. Elle le croit parti, mais le bruit de moteur persiste, avec comme une note différente. Elle sort, découvre cette désormais part d'elle-même, arrêtée au seuil de la route vers l'extérieur, au seuil de leur monde d'avant. Au son du moteur se superposent les sanglots de Colvert. Et elle comprend. Il ne peut pas, il ne veut pas partir. Elle arrête le moteur de l'engin, prend cet homme perdu dans ses bras, le serre contre elle, longuement, puis avec cette voix basse que seules les femmes peuvent avoir, elle dit « Viens » avec cette intonation que les hommes attendent depuis toujours. Ces deux-là, qui si souvent parmi les autres s'étaient sentis de moindre valeur, de moindre présence, se trouvent maintenant illuminés de leur plénitude humaine retrouvée. Et dans le village, nul n'imagine que Saint-Beaur soit pour cet instant le centre magique de l'univers. À Saint-Marthe, le jeune Kevin Pinfray se console rapidement de sa rencontre conflictuelle avec un ennemi du progrès et de la liberté d'entreprendre, son presque voisin Hippolyte Duverger, et retourne dans son hangar, désormais éclairé et animé par des clips de Dalida passant sur de grands écrans et vrombissant de ses ventilations à vitesse variable, ingénieuse trouvaille pour égayer encore plus les volailles, mais un peu sous-calculée pour évacuer la variété de méthane connue pour ses effets hilarants, abondamment produite par le cumul métabolique. Inconscient de cela, Kevin Pinfray s'étonne lui-même de prendre à la rigolade son algarade avec son fruste voisin agricole, réagissant trop tard à une impression de vertige. Il succombe, totalement hilar, à une contradictoire crise cardiaque, étant bien connu que les diplômés HEC n'ont pas de cœur. Pendant ce temps, à Paris, l'agente secrète Matahara fait partie du staff du restaurant du matin suisse, de la cellule d'évaluation de l'effondrement du capitalisme. Comme tous ses membres, elle s'éclate à Paris, à vivre dans cette luxuriance tranquille de lieux, de chaleur humaine et de gastronomie valorisante. Et tous, sans vraiment se concerter, produisent des rapports enthousiastes sur la victoire imminente du communisme et de son chef éclairé, au vu de la déliquescence de la société occidentale. Seulement, depuis quelque temps, l'inquiétude a gagné Matahara. Par une indiscrétion, elle a découvert qu'elle allait incessamment être rappelée au pays du matin glauque. Elle sait qu'elle a involontairement attiré l'attention du camarade commissaire du peuple, en fait le faucheton en charge d'espionner les espions. Par un raclement de gorge bruyant durant la retransmission télévisée du discours hebdomadaire de Fatman, lorsque celui-ci, avec son aplomb légendaire, affirma que grâce à son intelligence le communisme allait triompher dans le monde entier, elle a bêtement attiré l'attention. Elle constata trop tard la gêne occasionnée. Aussi, lorsqu'elle fut désignée pour aller sur le terrain identifier les ennemis du peuple qui avaient bousillé le satellite, elle se dit que ce serait sa dernière mission, mais, surprise de son audace, se dit aussi qu'il y avait là peut-être une opportunité à prendre son destin en main.